Cette semaine dans Afrique. Nous irons dans un village marocain où des pompes à énergie solaire alimentent l'agriculture locale en eau. Nous monterons ensuite à bord d'un tuk-tuk qui fait office de clinique mobile en Ouganda. Enfin, nous rencontrerons un boxeur d'origine guinéo-sénégalaise devenu député au Parlement belge et qui tente de protéger les jeunes contre la propagande djihadiste. Mais d'abord, les titres de l'actualité. La COP22 s'est achevée vendredi à Marrakech avec quelques incertitudes liées à l'élection du climato-sceptique Donald Trump. Cette conférence du climat devait notamment se concentrer sur l'application des accords de Paris. Mais les financements posent toujours problème. Et certains pays en développement demandent justice. Ils s'estiment moins responsables du changement climatique que les pays industrialisés. Plus de 70 personnes ont été tuées dans l'explosion d'un camion-citerne dans une zone rurale du Mozambique, non loin de la frontière avec le Malawi. Il y aurait aussi une centaine de blessés, parmi lesquels des enfants et des personnes grièvement brûlées. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame, pour le moment inconnues. Deux fermiers blancs sud-africains sont en détention provisoire jusqu'à janvier. Ils sont poursuivis pour avoir essayé d'enfermer un jeune noir vivant dans un cercueil. Une vidéo montrant le supplice infligé à Victor Mlochwa, 27 ans, a récemment été diffusée sur Internet, suscitant l'indignation générale. Les deux fermiers, âgés de 28 ans, ont renoncé à demander leur libération conditionnelle lors de leur comparution. Plusieurs centaines de personnes s'étaient rassemblées devant le tribunal mercredi pour manifester contre le racisme. La Centrafrique devrait recevoir une aide de plus de 2 milliards de dollars sur les 3 prochaines années. C'est plus que ce que le président Faustin Archange Touadéra espérait en allant à la conférence des donateurs de Bruxelles. Cette aide devrait permettre à la Centrafrique d'investir dans l'armée, de faire revenir les Centrafricains réfugiés dans les pays voisins et de mettre en place une cour pénale spéciale après les années de guerre civile qui ont meurtri les communautés musulmanes et chrétiennes du pays. Surprise à Kinshasa, le président Joseph Kabila a nommé jeudi Sami Badibanga comme Premier ministre. 2 jours plus tôt, Joseph Kabila s'était dit déterminé à régler la crise politique dans le pays sur la base de l'accord signé le 18 octobre avec une frange minoritaire de l'opposition. Cet accord a été rejeté par une grande partie de l'opposition. Il prévoit le report de l'élection présidentielle et la mise en place d'un gouvernement d'union nationale dirigé par un Premier ministre de l'opposition. Mais Sami Badibanga ne fait plus partie de l'opposition, radié il y a quelques années par son parti. Des centaines de personnes ont manifesté lundi pour dénoncer la pollution due à une plantation de palmiers à huile au Cameroun. Elles ont aussi demandé des compensations pour les terres occupées par le groupe français Bolloré. Plus de 5000 hectares qu'ils utilisent. Même l'endroit pour faire les chambres de manioc, il n'y a pas. On mange quoi? Et nous finissons ce tour de l'actualité avec des images de la superlune en Égypte. Un spectacle inédit depuis près de plus de 70 ans. Le phénomène était visible partout dans le monde vendredi dernier, date à laquelle le satellite était au plus près de la Terre. Entre sécheresse et changement climatique, des agriculteurs marocains peinent à vivre de leur travail. Une association essaie de les soutenir en installant des pompes à énergie solaire. À Tafougalt, dans les montagnes marocaines, la majorité des habitants vivent de l'agriculture. Mais avec le changement climatique, les pluies sont de plus en plus imprévisibles. Ici, une association a donc installé des pompes alimentées à l'énergie solaire pour récupérer l'eau souterraine. Pendant de nombreuses années, nous avons fait venir de l'eau de très loin. On devait passer plus de 3 heures pour aller chercher de l'eau à 3 ou 4 kilomètres d'ici. Auparavant, les agriculteurs utilisaient des générateurs au diesel. Mais dans ces montagnes, l'énergie solaire est une ressource illimitée et non polluante. Sidik est le gardien du puits local depuis 17 ans. Aujourd'hui, Dieu merci, tout fonctionne avec l'énergie solaire. Avant, l'essence était chère, les fermiers payaient 5 € de l'heure pour de l'eau. Mais aujourd'hui, à ce prix, ils peuvent avoir 4 heures d'eau. C'est encourageant. Les fermiers peuvent survivre. Pour préserver la moindre goutte d'eau, des bassins ont aussi été installés pour récupérer l'eau de pluie. Nous avons des bassins pour vraiment collecter l'eau pluviale et nous sommes en train aussi de travailler sur l'utilisation du brouillard pour
récupérer l'eau. Au fil des années, beaucoup sont partis du village pour chercher une vie meilleure en ville. Mais avec les nouvelles pompes, certains sont revenus cultiver leurs terres. 450 agriculteurs profitent aujourd'hui de cette eau solaire. L'Ouganda détient le record du monde de grossesse chez les adolescentes. C'est pourquoi une association a décidé d'avoir recours à ces tuk-tuk. Transformés en petites cliniques à 3 roues, ils se faufilent dans les bidonvilles et viennent en aide aux femmes qui n'ont qu'un accès limité aux services de santé. Les tuk-tuk, c'est pratique dans les bidonvilles parce que certaines zones ne sont pas faciles d'accès en voiture. Avec un tuk-tuk, vous pouvez accéder là où vivent vraiment les gens. Cette initiative, prise par l'association Marie Stops International, transforme les tuk-tuk en espaces de conseil personnalisés et les tentes qu'ils transportent deviennent des cliniques, distribuant préservatifs, stérilés et pilules contraceptives. Le message est d'autant plus important qu'en Ouganda, l'avortement est illégal, à moins que la vie de la mère soit en danger. Les jeunes ont une sexualité très active, mais les parents et les tuteurs ne veulent pas l'admettre. Quand Nantatia est tombée enceinte, à 15 ans, ses parents l'ont tout simplement chassée de chez elle. Quand mon père a découvert que j'étais enceinte, il s'est senti mal, parce que j'étais encore à l'école. Il m'a dit « Tu peux partir ». Aujourd'hui, elle est retombée sur ses pieds et éduque les jeunes sur l'importance d'avoir des rapports sexuels protégés. Nous sommes en sécurité parce qu'on utilise la contraception, on met des préservatifs. Au cœur des bidonvilles, le message des tuk-tuk fait peu à peu son chemin. Mais la route de l'éducation sexuelle est semée d'embûches dans un pays où les églises restent très puissantes. Je m'appelle Béa Diallo, je suis effectivement un ancien boxeur. J'ai été boxeur pro pendant plusieurs années, j'ai eu plusieurs titres de champion du monde. Aujourd'hui, je suis député au Parlement belge. La boxe m'a permis d'être l'homme que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'essaie de transposer justement cette force et cet enseignement que j'ai reçu à une génération aujourd'hui parfois perdue, parfois qui se cherche, parfois qui a un sentiment de décrocher par rapport à la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Il y a des jeunes qui vont trouver s'épanouir à travers le sport, s'épanouir à travers la culture. Et il y a d'autres qui sont tellement désespérés qui vont parfois se faire endoctriner par des prédateurs qui vont leur raconter, écoute, cette vie dans laquelle tu es, c'est une vie de merde. Et le nouveau modèle qui existe aujourd'hui, c'est le djihad, effectivement, qui est utilisé par ces gamins qui se laissent parfois entraîner. Le sentiment que le monde est injuste. Et donc eux peuvent être les justiciers de ce monde et qui pensent qu'en agissant de telle ou telle manière, ils peuvent changer ce monde. La définition du djihad, ce n'est pas aller tuer quelqu'un d'autre. Non, c'est le combat que j'ai mené pendant toute ma vie qui m'a permis de devenir quelqu'un. Et c'est ce travail-là qu'on essaie effectivement, en tout cas, de faire passer à travers notamment le sport. Il y a des gens qui sont dans le gouffre, au fin fond, vraiment tout en bas. Et ces gens-là essayent de tirer les autres avec eux vers le bas. C'est ça. Et c'est ces gens-là que nous, on essaye justement de casser, de tenir un autre discours, d'avoir un autre modèle. C'est aussi ça qu'il faut arriver à faire passer comme message aux jeunes. C'est de leur dire, mais ce monde-là, vous pouvez le changer vous. Mais si vous voulez le changer, c'est en réussissant votre vie que vous pourrez permettre à ces gens peut-être de pouvoir réussir dans leur pays d'origine. Recule là, Le tour du Rwanda a commencé lundi matin entre Kigali et Ngoma dans l'est du pays. Au terme d'une centaine de kilomètres de course, le Canadien Guillaume Boivin a remporté la première étape. Et le Rwandais Joseph Areruya a repris le maillot jaune à l'Américain Timothy Rogue. Le tour se terminera dimanche. La semaine prochaine, nous irons en Somalie où un nouveau président sera désigné au terme d'élections au suffrage indirect. À la semaine prochaine.